Parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman, j'écris tous les matins. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55, sur la radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55, sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Premier arrêt de ce soir, nous allons recevoir Michael Pombé. Lui, il vient nous présenter deux ouvrages. D'abord, Enfants des mères célibataires et ensuite l'affaire Martinez-Zambo. Le livre a été publié aux éditions Muse. Eh bien, Michael Pombé, c'est un écrivain et dramaturge qui a commencé la littérature très jeune, mais c'est la première fois d'abord qu'il a essayé la publication d'un texte théâtral, mais également une œuvre de fiction à côté. C'est un petit roman, un petit récit qui revient quand même sur les questions d'enfants des mères célibataires. Michael, bon après-midi, bienvenue sur le point littéraire. Merci beaucoup, monsieur Jean-Jacques, et merci de me recevoir sur votre plateau. Je dois avouer que le livre Affaire Martinez-Zambo, tout de suite lorsqu'on le voit, on a l'impression que c'est un livre qui parle d'une histoire qu'on connaît déjà, sauf que vous nous avez fait savoir que c'est inspiré, sinon tiré des faits réels, mais il y a une bonne dose de votre imaginaire. Comment naît l'affaire Martinez-Zambo dans votre esprit? Racontez-nous un peu. Oui, alors, un soir, dans l'après-midi, je crois, nous étions vers le 18-19 janvier. Je regardais la télévision et je tombe sur une information qui porte sur l'assassinat d'un journaliste que je ne connaissais même pas. Et je ne suivais même pas cette émission à la radio. Oui. Donc je tombe sur cette affaire et puis en regardant le journal, ça fait comme un tic dans ma tête. Et puis je me dis, tiens, ça me rappelle un peu un écrivain américain que j'ai vu à Arte Télévision, qui a eu un camarade de classe. Son camarade de classe s'appelait Jeffrey Dahmer. Et apparemment Jeffrey Dahmer était un criminel très reconnu après. Donc son idée était d'écrire sur son camarade de classe qui ne savait pas qu'il allait devenir un célèbre tueur en série. Il était persuadé que ça allait donner un carton, mais il avait un peu peur d'écrire parce qu'il a essayé de contacter plusieurs éditeurs. Sans succès, il n'a pas eu de suite. Mais persuadé de son talent, de ce qu'il était, il s'est engagé et finalement, un éditeur a réussi à prendre son manuscrit, il a publié, ça a été un best-seller. C'est un peu votre cas en fait. Pardon? C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles vous vous retrouvez en ce moment-là, c'est un peu comme... Oui, ça m'a rappelé, quand j'ai regardé, quand je regardais l'information à la télévision, ça me rappelle un peu, je me dis pourquoi pas moi aussi, l'affaire Martinez. En fait au départ, même le vrai nom même en fait au départ c'était Martinez Zogo. Sans connaître réellement ce qui était choisi. Bon, enfin, moi je suivais juste l'actualité et l'information que j'avais et je voulais relayer à travers les noms que j'avais sans me rendre compte que ça pourrait peut-être me causer du tort en fait. Alors, est-ce que vous avez décidé de reproduire l'histoire Martinez-Zogo selon les faits racontés à travers la télévision ou bien vous avez voulu effectuer un dépassement au-delà de ce qui est dit et connu? Non, en fait, je voulais m'inspirer des faits réels, comme je vous l'ai dit.
je me suis inspiré de l'histoire de l'écrivain américain que j'avais suivi et ça m'a donné le tic. Alors, qu'est-ce qui vous bloque? Pourquoi vous n'allez pas sur Martinez Zogo, mais plutôt Martinez Zambo? Oui, en fait, je vais sur Martinez Zambo parce que j'avais moi-même essayé de rencontrer ces éditeurs. Et quand j'ai rencontré certains éditeurs qui m'ont donné leur retour et m'ont fait savoir que je pouvais faire l'objet de poursuites judiciaires, que c'était un peu dangereux pour moi. Des éditeurs camerounais? Oui, il y avait des éditeurs camerounais, bien entendu. Beaucoup m'ont proposé de changer de titre pour pouvoir être publié. Mais je n'avais pas compris trop pourquoi. C'est à force d'aller de maison en maison que... Vous avez compris un peu plus tard? Oui, que j'ai compris que c'était forcément pour ça, puisque même dans mon entourage, on me disait que non, il faut faire attention. C'est une patate chaude. Voilà, et ensuite, je ne connaissais même pas le concerné ou la famille. Je ne connaissais pas la famille et je ne connaissais rien de ces gens. En fait. Est-ce que vous avez essayé d'entamer des démarches pour rencontrer peut-être la famille ou l'avocat du concerné? Bon, là, c'est quand j'ai changé définitivement tous les noms. C'est là où je suis tombé sur les réseaux sociaux sur un certain Dimitri Amban, je crois. Il doit être un journaliste. Voilà. C'est lui qui m'a donné le tuyau sur l'avocat qui est en cours. Donc, je l'ai contacté pour lui expliquer ce que je voulais faire. Mais c'était déjà publié au nom de Martinez Zambo. Aux éditions Muse. Oui, effectivement. Ce qui est intéressant d'abord, il faut le dire, ce lundi encore, c'était l'audience qui était ouverte au tribunal militaire concernant Martinez Zogo. Mais ici, vous parlez de Martinez Zambo. Martinez Zambo, lui, c'est le père d'un journaliste qui a été tué violemment et qui décide de ne pas baisser les bras. Il veut rendre justice à son fils. Il va jusqu'au bout. Pourquoi avoir choisi de parler plutôt de l'après-meurtre de son fils ou alors d'un journaliste et pas d'avoir parlé du journaliste lui-même? Je vais un peu aller, comme je vous ai dit, je ne le connaissais pas personnellement. Parce que si je le connaissais personnellement, en fait, l'idée c'était parce que je suis un romancier à la base. Oui. C'est un romancier. Je devais contacter la famille et prendre des informations pour raconter exactement l'histoire. Mais comme je ne le connaissais pas personnellement, et comme j'avais aussi peur, parce que je ne sais pas comment ils vont réagir. Je ne connais pas ces gens, ni d'Adam, ni d'Ève. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est à la télévision que j'ai connu cette histoire. Et c'est comme ça que tout a commencé. Donc, je ne pouvais pas écrire sur le journaliste en question, même puisque je ne connaissais pas ni d'Adam, ni d'Ève. Même son émission, je ne connaissais pas. Je vous assure. C'est le malheureux événement qui vous amène à le connaître. L'affaire Martinez Zambo. Alors, le journaliste à l'intérieur du livre, c'est Martinez... Non, c'est pas Martinez, mais c'est Mathieu Zambo, qui est le fils qui est assassiné. Tout à fait. Et son père donc décide de se venger. Vous réussissez à entrer dans le personnage du père pour tâter du doigt, voir dans quel état d'esprit un père peut se sentir lorsqu'il apprend que son fils a été froidement assassiné. Alors, est-ce qu'il était facile d'essayer d'entrer dans la tête du personnage principal que vous créez, Martinez Zambo, qui est le père d'un fils tué? Facile, je dirais non. Mais connaissant le contexte camerounais, je me suis dit que je pouvais un peu imaginer ce qui peut se passer parce que quand je rédigeais cette partie-là, ça m'a rappelé aussi un autre film que j'avais vu, tourné par Samuel Lee. Et puis je me suis dit, mais tiens, pourquoi cet acteur as-tu fait? En fait, je me suis un peu mis dans la peau d'un père et puis les idées sont venues et puis j'ai simplement accouché, tout simplement. Un père ne laisse pas la mort de son fils impuni. Oui, tout à fait. Comme j'aurais dit, la justice au Cameroun, on a l'impression que la justice au Cameroun n'est pas totalement indépendante. Elle n'est pas libre. En fait, je suppose que vous avez suivi l'affaire de Monseigneur Mbala, oui. Où on a finalement annoncé une mort par noyade. Et il y a d'autres cas comme ça au Cameroun qu'on connaît, enfin que moi je suis à la télé. Je connais. Pour dire que vous n'êtes pas convaincu. Voilà, il y a beaucoup de cas comme ça que je suis à la télé, on en parle beaucoup.
Et il y a ce problème d'indépendance de la justice au Cameroun qui continue. Je me suis dit, bon, si je suis à la place de ce père et qui est convaincu que son fils n'aura pas justice après la mort, et qu'est-ce qu'il pourrait faire? Est-ce que se rendre justice soi-même est une chose à encourager? Le livre finit avec, on va dire, à une fin heureuse pour celui qui commet un double meurtre. Bon, disons pas qu'il a fait les jurés, sans être à la place des jurés, le juge, les jurés qui ont décidé de l'innocenter se sont mis peut-être un peu plus à la place de l'accusé, se sont dit peut-être que... il était dément. Bon, pas forcément. Peut-être c'est la stratégie utilisée par ces avocats. Je suis pas dans la tête des avocats pour être là. Mais je me dis, si les avocats ont réussi à convaincre les jurés et qu'ils ont trouvé qu'il était dément, bon, je peux pas. Moi, je ne raconte que ce qui va arriver, mais sans être dans la tête des jurés. Alors, c'est une pièce de théâtre et tout se passe devant un tribunal. Est-ce que pour écrire ce livre, vous avez eu besoin, vous vous êtes rapproché peut-être des juristes pour avoir la réalité du déroulement peut-être d'un procès, pour coller effectivement à ce qui se fait lorsqu'on se retrouve dans un tribunal? Parce qu'on a eu l'impression quand même qu'il y a le système juridique camerounais qui est imbriqué avec le système juridique américain, avec notamment les jurés, tout un panel. C'était un peu un mélange en fait. Oui, en fait, moi je suis beaucoup les documentaires à Crime District. Ah d'accord. Et parmi ces documentaires, il y a souvent des moments où on nous met en pleine scène d'une audience qui se passe. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à essayer d'imaginer ce qui peut se passer dans une audience. Et puis j'ai essayé d'écrire ce livre. En tout cas, moi, je dois avouer que c'est un mélange. Pour une pièce de théâtre, on a bien vu qu'il y a beaucoup d'influence, surtout au niveau du cinéma. Ça veut dire que vous avez quand même énormément regardé des films et vous nous reproduisez quand même quelques scènes des films connus. Est-ce qu'on va dire que le travail est abouti aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on espère du lecteur lorsqu'il aura lu l'affaire Martinez-Zambo? Faut-il retenir que lorsqu'on tue son fils, il faut absolument le venger et peut-être que la justice nous laissera tranquille si on plaide non, absolument la folie. Pas. Je crois que vous êtes au courant de l'affaire du chef de Baloum qui s'est passé. Donc, en fait, j'essaie de reproduire ce qui se passe dans la société. Oui. Les Camerounais, je pense, n'ont plus vraiment foi à la justice. Ils se disent, bon, si on laisse faire et qu'il s'en va à la police, après 2-3 semaines, on va le retrouver dans la rue. Bon, peut-être mieux vaut qu'on se rende justice. Donc, je pense que j'ai essayé de reproduire ce que je vois ce que je ressens dans la société. La société camerounaise a tendance à se rendre justice, la vindicte populaire. Pourtant, il ne le faut pas. Absolument pas. Le deuxième livre, Enfants des mères célibataires, ici encore, dès la première nouvelle, on a l'influence encore du journaliste et on est amené à se poser des questions. Dans quel état d'esprit vous avez eu cette information? Est-ce que vous êtes dans le choc? Parce que visiblement, ici encore, vous parlez de la toute première nouvelle, l'histoire de Laetitia. Ici, Laetitia, c'est une jeune fille qui malheureusement n'a pas la chance de grandir avec son père, seulement avec sa mère. Sa mère qui a décidé de refaire sa vie avec un monsieur, un homme qui est engagé dans la politique. Sa mère est plus attentive à l'image qu'elle pourrait renvoyer qu'à sa propre fille qu'elle semble délaisser. Ce monsieur qui est Martinez Zogo va... Zogo, pas Martinez. Zogo. Oui, Zogo. Ce journaliste, un autre journaliste qui va régulièrement donner des cadeaux à la jeune fille en cachette. Et finalement, la jeune fille découvre que c'est simplement par reconnaissance que ce dernier se manifeste de la sorte. Alors finalement, le personnage de Zogo revient. Pourquoi il revient encore dans cette autre recueil de nouvelles? Voilà, c'est juste un nom. On ne parle pas de Martinez ici. Zogo, vous savez, beaucoup de personnes s'appellent Zogo. Oui. Donc, c'est juste une... Mais il y a bien des indices quand même dans le livre. Ça, c'est un livre que j'ai commencé en 2016. Or, celui-là, c'est juste après 2023. Il est plus récent. Ah, d'accord. Donc, le nom de Zogo était déjà là. Comme ça, au hasard. Il n'y a aucun lien.
Mais encore ici, c'est également, Sezogwe est également un journaliste qui fait une brillante émission embouteillage. Tout à fait, tout à fait. Ça veut dire que En fait, j'ai juste réadapté. Après quoi que j'ai adapté, comme c'était en cours et l'autre, je viens de commencer, je me suis dit, ok, je vais juste mettre aussi ce nom qu'on a passé, le Martinez. Zambo, que je crois. Lui, il était. Mais finalement, on va se perdre avec les Zambos. Comme je vous l'ai dit, j'ai changé de nom. Par crainte. D'accord. Il ne vous sera fait aucun mal. Du moins, on l'espère. Alors, l'histoire de Laetitia. Lorsqu'on mettait en évidence les mères célibataires, les enfants des mères célibataires, c'est pour dire quoi? Les enfants des mères célibataires souffrent trop? Non, en fait, c'est à cause de mon histoire personnelle avec ma maman. Vous êtes issu d'une famille monoparentale. Effectivement. Quand je grandis, effectivement, je vois le bilan qu'il y a avec ma mère. Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et pourquoi ça ne va pas? J'essaye de comprendre en essayant, parce qu'au départ, je voulais raconter mon histoire personnelle. Au premier chapitre, au lieu de Laetitia, c'était mon histoire personnelle que je voulais rencontrer. Mais comme le temps passait, et je suivais aussi l'actualité sur la monoparentalité au Cameroun qui revenait très souvent, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne suis pas seul dans cette histoire. Oui. Il y a beaucoup de familles monoparentales et les conséquences sont souvent très graves à la longue. Parce qu'en réalité, en observant la société, je me suis rendu compte que le taux de criminalité, le taux de la montée en puissance de la drogue et tout le reste, c'est un lien. Donc la monoparentalité, pour moi, c'est un vrai sujet de société qu'il faut poser sur la table. Qui mérite d'être posé. J'ai l'impression que les autorités ne prennent pas ça à cœur, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment pour un que je dois poser sur la table. Donc c'est comme ça que je me suis dit, au lieu de raconter ma propre histoire, peut-être je pourrais toucher un grand nombre. Surtout parce que ma cible principale, c'est surtout les autorités. Parce que je veux que les autorités s'intéressent à cette condition. Voilà, et essayent de mettre, ne serait-ce que pour réduire ou alors pour encadrer cette situation. Ça peut contribuer à diminuer beaucoup de morts dans la société camerounaise. Et ça, je suis persuadé de ça. Alors, puisque vous avez été un enfant d'une mère célibataire, quelles sont les difficultés que les enfants, en tant que loin de son parent, qu'est-ce qu'on a comme réalité qui nous empêche véritablement d'évoluer? Oui, comme je dis, l'encadrement. Par exemple, moi personnellement, sur le plan éducatif, je n'ai pas eu un encadrement assez sérieux qu'il fallait. Donc il y a sur le plan éducatif, il y a l'impact même sur le plan mental, il y a l'impact même sur le plan sentimental même. Et comme je vous l'ai dit, l'encadrement. Il y a un manque en fait. En fait, il y a une limite. Je suis persuadé que si vous rencontrez les enfants de mère, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours un manque, il y a toujours quelque chose à cet enfant qui lui manque, qui fait en sorte qu'il ne soit pas totalement équilibré. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que quand on interpelle les autorités, c'est pour qu'il y ait des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les mères célibataires qui encadrent seuls leurs enfants? Oui, on peut mettre des... par exemple, d'abord, la meilleure chose de commencer d'abord par la prévention. Pour la prévention... Comment est-ce qu'on peut bien? Je ne sais pas, mettre une loi, par exemple... Pour interdire aux hommes de quitter les mères? Non, pas de quitter, afin de les amener à s'occuper de leurs enfants. De leurs enfants, par contrainte? Oui, vous ne pouvez pas ne pas avoir de l'argent, vous vous mettez à faire d'enfants. C'est pas normal. Donc si vous mettez à faire un enfant... On dit que le lit du pauvre est quand même fécond, hein, donc... Oui, mais il faut quand même que vous soyez sûr, tout au moins la famille, on se rassure que la famille suit l'enfant et que l'enfant évolue dans les bonnes conditions. Même si l'enfant est seul avec sa mère, mais au moins qu'il y ait un suivi, qu'on essaie de suivre l'enfant. Parce que lorsque les pères irresponsables, appelons ces derniers ainsi, parce que parfois la réalité peut varier, parce que c'est au cas par cas qu'on peut évaluer je suis tout. Tout à fait d'accord. Maintenant, quand un père est parti, faut-il contraindre ce dernier à venir s'occuper de son enfant? Autant de choses. Y a-t-il des mécanismes qu'on pourrait mettre sur pied? Toujours est-il que même la loi nous offre peut-être des alternatives, mais à côté de ça, vous avez dit qu'il faut prévenir. Quel est le discours qu'on peut tenir à
à ceux qui ne sont pas encore parents ou bien à ceux qui sont déjà des mères mais abandonnées? Qu'est-ce qu'il faut faire peut-être pour combler le vide d'un père irresponsable qui est parti? Je crois que c'est surtout pour ça que j'ai écrit cet ouvrage. Que les autorités, qu'on essaie de voir comme, je sais pas, dans les pays avancés, des mesures qu'on peut faire. C'est-à-dire que prendre parfois les enfants pour mettre ces derniers dans des familles qu'on considère comme étant une famille normale, entièrement constituée par un père et une mère. Je sais pas trop, mais on pourrait copier dans les pays où ça marche, essayer de faire ce qui est bon là-bas et qu'on peut adapter ici pour essayer d'accompagner ces mamans qui... Les mères célibataires. J'ai un cas comme ça personnel dans mon quartier, Clarisse, que je veux pas... Mais vous l'avez déjà nommé. Hein, Je veux pas trop en parler. Donc, ils sont quand même m'interpellent par exemple, parce qu'en plus de ça, elle est un enfant d'épanouissité. Heureusement, dans mon quartier, qu'il y a des pères, des religieux dans le quartier, c'est eux qui s'occupent d'elle. Même sa chambre qu'elle loue là, c'est eux qui gèrent tout. Donc, ça m'a beaucoup touché. Chaque fois que je la vois, elle me parle des problèmes qu'elle rencontre. C'est vraiment très, très, très personnel. Le mal est profond. Et ça, c'est bien de soulever le problème. Alors, moi, je ne vais pas dire l'histoire de Pierre, le prophète, et son frère. En tout cas, ça parle des histoires je veux dire des bonbons pasteurs, entre guillemets. C'est une belle histoire à lire et on tire des enseignements. Mais à côté de ça, il y a quand même une autre histoire, l'histoire d'Herman et sa sœur. C'est-à-dire que Herman, en route, viendra en aide à une femme qui finalement, ainsi de suite. Alors, chaque histoire a pratiquement une convergence. C'est toujours la famille. Est-ce à dire que la cellule familiale aujourd'hui au Cameroun, même ailleurs, a des réels problèmes? Absolument, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Vous voyez souvent l'actualité à la télé, la tuerie des enfants. Je crois que vous avez tué cette affaire de Petit Matisse. Oui. Il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas qui reviennent, qui montrent à suffisance que la société camerounaise, même la famille, est vraiment en crise. Ça ne va pas. Il y a vraiment des problèmes dans la société camerounaise. À la fin de la lecture de votre livre, celui-ci précisément, il y a forcément des attentes. Absolument. Vous avez dit les autorités. Oui, mais il y a la société elle-même. Absolument. La jeune fille qui n'a pas d'enfant aujourd'hui, qui va se retrouver avec un homme irresponsable. Y a-t-il des moyens d'y l'éviter? Qu'est-ce qu'on peut passer un conseil à cette dernière? Oui, justement, comme je l'ai dit dans mon avant-propos, la jeune fille, les jeunes femmes, même les familles qui ont fait des enfants, filles, de prendre certaines prédispositions. Quand vous allez peut-être avec quelqu'un, vous pouvez, par exemple, utiliser les méthodes de prévention qu'on connaît. Et quand vous avez fauté, essayez de vous rapprocher d'un médecin. Je n'encourage pas l'avortement, mais si on est des êtres humains, vous pouvez faire une erreur. Et vous rendre compte que... Mais c'est une erreur. Généralement, on dit si on ne veut pas rêver, on ne dort pas du tout. Bon, il y a d'autres... Bon, je dis d'erreur parce que beaucoup de gens disent que bon, elle n'a que fait une fois et une fois là, il y a eu un enfant. Des microbes, comme vous dites là, il faut réduire ces phénomènes. À votre niveau, qu'est-ce qui vous a sauvé pour que vous ne soyez pas totalement en perdition? Bon, je peux dire que je suis né dans une bonne famille et que ma mère était une fonctionnaire moyenne, je ne peux pas dire haute fonctionnaire, donc je viens de famille fonctionnaire moyenne, je ne peux pas dire haute fonctionnaire, donc je viens de famille moyenne, donc il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas... Donc je pense que c'est ça qui m'a beaucoup... Vous avez eu le nécessaire? Oui. Pas nécessairement une famille complète, mais quand même le strict nécessaire. Elle a joué les deux rôles. Oui, on peut dire on s'est battu comme un peu. Et puis dans la grande famille même, ma mère vient d'une famille polygame où elle a beaucoup de sœurs et tout. Donc il y a eu beaucoup d'avantages qui m'ont aidé, qui m'ont sauvé. La polygamie est une bonne ou une mauvaise chose? Je ne pense pas que ce soit une bonne chose, parce que... Quand je vois ma mère et ses sœurs, je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Pour moi, personnellement, je ne crois pas. Il y a ces deux livres.
l'affaire Martinez de Zambo et Enfants des mères célibataires. C'est vos deux textes. Ça veut dire que nécessairement il y a d'autres en gestation où on n'envisage pas encore. Si, il y a même un qui a été publié, mais je n'ai pas encore pu... j'ai pas encore pu le faire sortir, donc je vous verrai sûrement pour cet autre ouvrage. Il faut dire que c'est peut-être rare, vous m'avez confié que les... Pas compliqué. Donc totalement satisfait. Enfants des mères célibataires. Sur la librairie en ligne de la maison d'édition, morebook.shop, et vous passez la commande, ou alors vous me contactez directement. Oui, nous on va pas donner votre numéro, nous on donne généralement le numéro de... notre numéro comme ça, quand les gens viennent vers nous, on vient à vous. Est-ce qu'il y a un dernier mot à dire? Pourquoi est-ce qu'il faut lire Enfants des mères célibataires et l'affaire Martinez de Zambo? Pour quelles raisons on doit lire les deux livres? Les deux livres parlent de l'actualité, tout simplement de l'actualité de l'heure. Ça nous montre à quel point c'est des choses qui nous interpellent au vie de tous les jours, et je pense que tous ceux qui sont au Cameroun, bref, tous ceux qui vivent sur terre même doivent s'intéresser à ça. Je pense que le problème de Enfants de mères, c'est même un problème mondial. Parce que je me rappelle aussi, quand j'ai découvert la vraie histoire de Marilyn Monroe, je me suis rendu compte que c'était pas son vrai nom. Elle aussi, elle est venue d'une famille monoparentale. Et apparemment, elle aussi, elle a subi des attouchements et elle a fait l'objet des violences de la part du compagnon de sa maman. Donc, c'est des choses qu'on vit, l'inceste, c'est des choses qu'on vit dans nos familles. Je pense que c'est très important de parler de ça. L'éducation sexuelle. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop, mais il faut qu'on en parle. Oui. Le tabou, ça va sortir. Je pense que c'est surtout pour ça. C'est ces choses qu'on connaît dans la société qu'il faut laisser les autres. Merci Michael Pombé.